Et voilà un enfant de plus qui se laisse séduire par une image, une phrase, un univers sans limite. Les mots et les dessins vont faire rêver, emporter les lecteurs dans des mondes parallèles où l'on voudrait se perdre, quitte à ne plus revenir à la douce réalité du présent. Voilà ce que proposait le premier festival du livre jeunesse, à Paris, une folie, un acte de foi, une réussite en tout cas. Ce festival a eu lieu au Plaza à Rosil, le temps d'un week-end ensoleillé de septembre. On a écouté des contes, dessiné des animaux qui n'existent pas, dédicacé des livres, on a acheté pour lire et pour offrir des pages de bonheur avec l'espoir secret de rester un peu enfant, quitte à croire au dodo qui vole. Alors, suivez-nous le temps de ce festival, partons à la rencontre de ces auteurs et conteurs qui ont des histoires à raconter. La première rencontre avec ce premier festival du livre jeunesse, elle vient par une affiche qui fait rêver, qui montre un dodo. Comment est venue l'idée de traduire cette invitation par ce moyen? L'idée du dodo qui vole avec les enfants n'est pas de moi, donc elle est de Brian Lamoureux, qui est un super artiste et qui d'ailleurs est en train d'animer une super fresque avec les enfants. En tout cas, il a capté l'essence du festival, c'est-à-dire que voilà, quand je lui ai parlé de l'envie de faire un festival pour les enfants, que je lui ai dit que voilà, il fallait qu'on soit dans un imaginaire. Qu'on bouge, qu'on soit en mouvement, qu'il se passe quelque chose. Je lui ai rien dit d'autre et je pense qu'en fait, en tant qu'artiste, il a capté vraiment cette énergie de vouloir créer quelque chose en mouvement. Voilà, on vole, on bouge, on déambule dans le salon, on picore des histoires. Voilà, je crois que c'est ça, le dodo qui vole. On voit depuis hier, pour une première édition, c'est un joli succès. Il y a du monde, il y a des enfants, il y a des ateliers, c'est très animé, c'est très vivant, c'est très coloré. Oui, tout à fait. Ben, écoutez, je suis la première à être agréablement surprise. Je pense que lorsque j'ai eu l'idée de ce festival, je n'avais pas d'objectif chiffré à atteindre. Je ne me suis pas dit je voudrais 1000, 2000 personnes. Ce que je me suis dit, c'est que je voudrais des enfants heureux. Donc des enfants qui lisent, des enfants qui ont envie de lire en tout cas. Et l'objectif était absolument pas chiffré. Et du coup, bah, évidemment, je suis agréablement surprise parce que je me dis, voilà, les gens nous ont entendus et en fait, cette histoire, on la partage avec plein de gens, donc avec plein d'enfants évidemment, mais aussi des parents qui sont là, qui regardent, qui participent et c'est une belle histoire. Quand on voit les productions qui sont proposées, que ce soit de La Réunion ou de Maurice, on réalise qu'il y a une richesse incroyable, de très très belles couleurs, de belles histoires. Ça montre qu'il y a une créativité mais bouillonnante ici. Il y a une créativité bouillonnante et c'est aussi ce que j'avais envie de montrer. C'est-à-dire que je pense que souvent quand on va en librairie, puisque évidemment on a une production qui est moins importante que celle de la France, de l'Angleterre, etc. Donc je pense qu'en librairie on est un peu noyé au milieu d'une production internationale qui est bien plus importante que la nôtre. Mais lorsqu'en fait on se concentre sur notre production à nous, on se rend compte qu'à l'échelle de notre petit pays, il y a énormément d'auteurs et d'illustrateurs qui se battent à chaque fois pour faire publier leurs histoires, pour avoir une voix, pour montrer ce qu'ils savent faire. Et là, je pense que le fait d'avoir toute cette production réunie sur les tables nous prouve à quel point, oui, on a une production riche et importante. Et je crois qu'ils sont tous contents de pouvoir la montrer, cette production. Maurice vient de célébrer Ganesh Chaturthi, donc les obstacles diminuent de plus en plus, on va dire. Malgré les difficultés, on réalise aussi que les auteurs, ils réussissent à toucher un public. Les histoires vivent. Ticoulou, il y a une douzaine, une quinzaine d'aventures maintenant. Liette et Gaspard, il y en a 3, il y en a d'autres qui vont venir. C'est quand même un très bon signe, ça. Oui, c'est un très bon signe. Évidemment que c'est un très bon signe, mais je pense qu'il ne faut pas aussi oublier que si c'est un très bon signe, c'est parce que toutes ces personnes-là sont extrêmement motivées et engagées. Aujourd'hui, en tant qu'éditrice, c'est important de le dire aussi que c'est pas évident de publier aujourd'hui à Maurice. Et il y a plein d'histoires qu'on aurait envie de publier. Moi, voilà, je publie entre 5 et 6 titres dans l'année. Je reçois énormément de textes qui sont
incroyablement réussi, beaucoup d'illustrateurs qui me présentent des travaux aboutis. Mais on ne peut pas tout publier parce que malheureusement, il y a une réalité économique qui fait qu'à notre échelle de petit éditeur, c'est toujours difficile de réussir à faire davantage. Ce qui est assez dommage parce que je pense qu'on a ici, je pense à Brian par exemple, qui, à mon avis, est quelqu'un qui va vraiment émerger et cartonner en littérature jeunesse parce qu'il a un talent extraordinaire. Mais du coup, il faut aller chercher ces gens, il faut prendre le risque de les publier. Et prendre le risque, c'est aussi un risque économique au-delà de notre conviction, etc. Mais aujourd'hui, oui, heureusement qu'il y a des éditeurs engagés, heureusement qu'il y a des libraires qui nous suivent, heureusement qu'on a aussi des auteurs et des illustrateurs qui, parfois, quand ils sont ils n'arrivent pas à être publiés par une maison d'édition, ils se disent non, mais je vais le faire, je vais trouver des sous, je vais y aller, je vais voir un imprimeur. Mais voilà, on aurait voulu que ce soit quand même un peu mieux organisé pour que cette production soit encore plus riche et plus importante. Quand vous parlez avec vos collègues qui sont dans l'édition, avec les auteurs qui publient à compte d'auteur ou chez vous, quelles sont les histoires qui plaisent le plus ? Je crois que toutes les histoires plaisent en fait. Je veux dire, je pense que chacun a quelque chose à dire et chacun a quelque chose à lire. Donc je crois que rentrer dans un moule, c'est hors créativité. Donc c'est difficile. En tout cas, moi, je n'aime pas le faire. J'aurais du mal à dire ah oui, si on fait une histoire comme ci ou comme ça marchera. Je trouve ça un peu dommage pour la créativité. Alors certainement que économiquement parlant, c'est intéressant. Mais c'est dommage pour la créativité. Donc sortir du cadre, laisser libre imagination à l'auteur, libre interprétation à l'illustrateur. C'est justement là où on arrive à créer une belle histoire. Encore une fois, l'affiche, elle vient de là. C'est-à-dire juste de dire à un illustrateur, voilà, moi j'aimerais faire ça. Sans lui dire, alors je voudrais une affiche bleue, verte, je voudrais un dodo et en fait, c'est la plus belle illustration. Je ne l'aurais même pas imaginé en fait moi cette illustration. Donc je crois qu'il y a toute histoire à sa place, toute illustration à sa place et ensuite il faut aller chercher le public. Donc, et le public est là en fait, le public est là, on le voit aujourd'hui, quand on voit tous les enfants qui arrivent, qui sont en atelier, qui déambulent, qui s'assoient, qui prennent des livres, qu'on ne me dise pas après que la lecture n'intéresse pas. Voilà. Alors, on parlait de ça il y a quelques instants, sur ce dodo qui nous invite à voyager dans l'imaginaire des enfants. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette affiche ? C'est justement le fait d'imaginer en fait. Le dodo, c'est un oiseau qui ne vole pas normalement. Et moi, j'ai tenu à le faire prendre un vol comme ci avec plein d'enfants sur le dos. Et avec plein d'animaux imaginaires en fait, parce qu'on va vers un pays imaginaire et c'est ce que je voulais que les enfants voyagent un petit peu et fassent voyager leur imagination dans l'affiche et que ça nous emporte et que ça nous emmène loin, vers un pays lointain en fait. Ouais. Quand on voit un peu toute cette création autour des histoires pour enfants, on réalise que le dodo a une place incroyable pratiquement sur toutes les couvertures. Ça inspire des générations d'écrivains, d'auteurs. Et l'équivalent, le cousin du dodo, Maman Rodrigue, il y a un livre qui vient de sortir, Le Solitaire, lui aussi il est très présent. Vous arrivez à comprendre ça, vous ? Je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement. Je ne sais pas si le dodo était toujours, s'il était avec nous encore, ça aurait été la même chose, mais malheureusement c'est plus le cas. Je ne sais pas pourquoi il y a ce côté imaginaire, ce côté qu'il faut utiliser le dodo comme une image, parce que c'est quand même grâce à l'homme, malheureusement, que le dodo a disparu, donc c'est pour s'en souvenir aussi. Et moi j'ai voulu l'utiliser, pourquoi aussi, parce que c'est le premier festival du livre de jeunesse à Maurice, et pour représenter vraiment l'île Maurice, et que ce ne soit pas cliché, représenter le dodo avec beaucoup de plumes, beaucoup de couleurs, grand, gigantesque, pour changer un petit peu l'image cliché du dodo en fait.
L'histoire du dodo a été racontée par les premiers marins qui l'ont vu, qui l'ont dessiné quand ils ont débarqué dans l'île. Et puis, au fil des siècles, il y a bien des auteurs et des artistes qui l'ont peint, de Chazal entre autres. Et vous là, le dernier, on va dire en date avec cette affiche dont on parle. Est-ce qu'il y a encore une autre façon de dessiner, de peindre le dodo pour qu'il nous raconte encore de belles histoires? C'est sûr, c'est sûr. Je pense que chaque artiste a sa façon de voir les choses. Moi, j'ai ma façon et je pense que les générations futures, ils vont trouver une façon de raconter l'histoire du dodo différemment, dans une autre technique, voire dans d'autres histoires imaginaires. Donc, j'espère bien que ça ne va pas s'arrêter là et que ça va continuer. Et on va toujours se souvenir de cet oiseau quand même mythique de l'île Maurice. On vous a écouté il y a pas longtemps, nous emmener un peu loin à travers des contes, des petites histoires mises en musique. Ça vous inspire ce genre d'histoire? Ouais, complètement. En fait, là aujourd'hui, on a raconté l'histoire de Tizan. Et ensuite, on est aussi allé sur une chanson que j'ai écrite qui est comme une sorte de fable en fait, avec un crabe et un cabot. Et moi j'aime bien les images en fait, la langue créole est faite d'images, donc c'est ce qui m'a inspiré en fait à utiliser aussi les animaux qu'on a ici, le cabot je trouve ça trop fun comme petit poisson qui saute sur les roches. Pourquoi cabot, premier poisson qui dit on apprend quand il y a la mer ça? Ouais, complètement. Et après je trouve que c'est un poisson qui est bien dissipé comme si, parce que tout le temps tu le vois sur une roche et un seul coup il va sauter, piou, ou il va sauter de l'autre côté. Enfin il est vraiment pour moi une créature un peu dissipée et en même temps tu as le crabe qui lui est un peu plus droit parce qu'il mange que dans un seul sens, il peut pas virer de l'autre côté. Donc, en fait, c'est là. Moi, je me suis inspirée de ces deux petits animaux et pour raconter l'histoire aussi à travers une expression qui se dit « battre la mer pour trapper Kim ». Donc, battre la mer pour trapper Kim, ça veut dire brasser de l'air, parler pour rien dire. Et je me suis dit, peut-être créer une petite histoire autour de ça en fait. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on brasse de l'air? Des palabres. Dans votre enfance, quelles sont les histoires, d'ici ou d'ailleurs, qui vous ont inspiré et qui vous inspirent encore? Dans mon enfance, mais énormément d'histoires. Déjà, Ticoulou. Même si j'étais quand même pas si jeune que ça. Quand c'est sorti, mais ces histoires m'avaient déjà beaucoup touchée. Puis le fait que ça soit local en fait. Et, donc il y avait Ticoulou et après il y avait les histoires que tout le monde connaît comme le Petit Chaperon Rouge, les Walt Disney, enfin un peu tout ça. Donc ouais. Après, outre ça, moi mes parents ils me racontaient aussi beaucoup d'histoires de Krishna. Donc en fait Krishna aussi c'est comme des contes, on a plein de tous ces passe-temps à Vrindavan avec Radharani, sa femme, ou avec les gopis ou les gopas. Donc ouais, c'est un peu ces différentes histoires là qui m'ont blessé.
sacrée chance à Maurice d'avoir la possibilité d'entendre toutes ces histoires venues d'horizons aussi larges. Ah ouais, ça c'est sûr, définitivement. Que ce soit des légendes de notre pays ou que ce soit comme celui de Peter Bott avec Siantaka ou que ce soit des histoires de n'importe quelle culture en fait. Ouais, c'est sûr que c'est une grande richesse, complètement. Et dans votre musique, ça va vous inspirer d'autres histoires mises en chansons comme ça? Ben là, c'était vraiment la première fois que je me suis posée en me disant je veux écrire un petit conte. J'aime justement toutes ces images qu'il y a, comme battre la mer pour trapper les kim, c'est très métaphorique en fait. Et je trouve que cette image-là représente exactement ce que ça veut dire. C'est d'attraper un peu dans le vide. Et puis ouais, j'espère que ça va m'inspirer pour faire d'autres histoires. Là j'ai trouvé que c'était l'occasion, ça fait un moment que j'ai écrit ce texte-là. Et là, vu qu'on était allé raconter des contes, accompagner aussi la conteuse, donc ouais, c'était l'occasion de faire sortir ce petit texte. Tissolo vient d'être lancé, c'est une histoire qui nous vient de Rodrigue, ce qui est très bien, qui raconte le cousin ou la cousine du dodo, le solitaire. Alors comment est venu ce projet à deux? Bon, j'ai écrit Tissolo pour mes enfants. Au fait, je vis en Allemagne. Je suis née à Maurice, donc c'est mon pays natal. Et je voulais expliquer un peu ce que c'est d'être différent, l'intimidation, les attentes de la société. Et donc, j'ai voulu créer un personnage qui est un peu solitaire et qui se sent un peu différent, donc qui ne peut pas voler et les autres se moquent de lui. Et il se sent un tout petit peu inutile et il va absolument prouver quelque chose et il va être utile. Et donc du coup, il va devenir un grand héros. À la fin, je ne vais pas vous donner toute l'histoire, raconter tout, donc je laisse un peu de suspense. Et voilà, c'est comme ça que j'ai créé Tissolo. Et avec Pascal Siu, je lui ai envoyé le texte il y a 2 ou 3 ans. Et on cherchait un illustrateur Rodrigue. Et puis du coup, Pascal a vu les livres de Mairie des Ailes et ça nous a plu. Et on a dit, ok, on va faire un projet comme ça avec les enfants de Rodrigue. Et Mairie a mené les ateliers avec les enfants pendant 1 semaine. Et ils ont fait ensemble les illustrations. Et voilà, donc on est là aujourd'hui. Et on a lancé le livre hier, ça s'est très bien passé. Et je suis très contente. Voilà, c'est ça, Tissolo. C'est un peu mon histoire à moi aussi, une Mauricienne en Allemagne. Voilà. C'est génial pour des enfants de contribuer à la naissance, à illustrer un livre. Oui, alors c'est un petit peu ma spécialité parce que j'ai lancé avec mon mari une collection à Madagascar sur ce même principe en fait. Où en fait ce sont des contes traditionnels malgaches qui sont illustrés par des enfants de Madagascar et qui sont publiés en bilingue. Et Pascal Siu a eu l'occasion de voir cette collection et ça lui a plu, l'idée lui a plu, elle avait envie de faire quelque chose aussi avec les enfants rodriguais pour les enfants rodriguais. Donc elle est venue me voir avec le texte de Priya que je trouvais très bien parce qu'effectivement parler de l'exclusion comme ça avec un personnage attachant c'était une très bonne idée. Et du coup elle a fait des démarches à Rodrigue pour voir avec quels enfants on pourrait travailler, qui seraient intéressés. C'est l'Alliance française qui a répondu présent. Et donc j'ai passé 1 semaine là-bas durant les vacances scolaires avec 2 groupes d'enfants, un le matin, un l'après-midi, entre 5 et 14 ans. Et on a travaillé, alors j'aime bien, pour chaque atelier, j'aime bien les faire voyager parce que faire un livre, c'est travailler sur sa propre culture, mais j'aime bien aussi les emmener dans l'imaginaire et le voyage permet ça. Donc là, pour cet ouvrage-là, on a travaillé à partir de l'art Gond, s'écrit G-O-N-D. Gond, ça veut dire forêt verte, c'est un art qui est développé dans le centre de l'Inde, dans le Madhya Pradesh, par les Gonds, qui sont des aborigènes en fait, qui ont une culture ancestrale, qui n'est pas du tout la culture environnante. Ils sont isolés en fait, parce que donc ils habitaient autrefois dans des forêts sur des isolats. Ils ont conservé vraiment des choses très anciennes et notamment leur tradition, c'est de peindre avec beaucoup de motifs.
Il y a chaque surface, chaque personnage, souvent ce sont des arbres ou des animaux. C'est toujours empli de beaucoup de motifs, c'est un art très minutieux et ça m'a semblé intéressant de partager ça avec les enfants de Rodrigue. Donc on a pris ça comme référence. Et ils ont travaillé avec beaucoup d'applications parce que comme c'est un art qui demande de la patience, de la concentration, voilà, ils étaient tout à fait canalisés, c'était très agréable comme atelier. Et aussi on a utilisé beaucoup de matériaux recyclés parce que vous savez qu'à Rodrigue, comme à Maurice, il faut penser à préserver l'environnement, c'est très important. Donc on a travaillé sur des papiers qu'on a recyclés, on a travaillé aussi en gravure sur des briques alimentaires. On a essayé d'utiliser des matériaux simples et le plus possible des choses recyclées. Écrire, créer pour des enfants, ça demande à se mettre un peu à leur niveau aussi, à garder un esprit très très jeune, mais en même temps à pouvoir canaliser un peu tout ce qu'on veut créer pour eux. Comment vous faites pour gérer un peu tout ça? Bon, mes enfants m'inspirent. J'ai commencé à écrire pour mes enfants au fait, Anania et Kian. Donc Anania avait 3 ans à l'époque et elle voulait absolument savoir un peu sur l'île Maurice, le dodo. Et moi d'ailleurs, je voulais lui expliquer, lui apprendre l'anglais, etc. Donc on a commencé comme ça avec les livres pour mes enfants, des petites histoires. Par exemple celui-là, Little Dodo's ABC Book. Donc Anania voulait apprendre l'anglais et je me suis dit tiens, je vais lui apprendre l'alphabet, Little Dodo's ABCD Book en anglais. Et on va faire les dessins ensemble. Donc on a tout fait ensemble, on a fait la peinture et ensuite on a découpé, on a collé, etc. On s'est vraiment amusé. Et j'ai envoyé 3 ou 4 exemplaires aux éditions Orphy à La Réunion et ils m'ont demandé le reste. Donc j'ai dû faire très vite pour le terminer parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à écrire pour les enfants et ça m'arrive aussi de faire des illustrations. Et j'écris de temps en temps pour les adultes aussi. Donc j'ai ceci qui vient d'être publié. Donc ça c'est un peu plus sérieux, c'est en anglais, j'écris en anglais, je me sens beaucoup plus à l'aise en anglais et mes textes sont traduits en français, en allemand, en créole mauricien, créole rodriguais et je sais pas. Donc voilà, ça c'est mon nouveau. Il a été lancé au Migration Museum à Londres, donc c'est sur le Chagos, c'est très actuel. J'ai écrit un petit... Vous connaissez l'histoire, donc. Donc, elle a été publiée par l'Université de Londres avec le Commonwealth Foundation. Donc, ça m'arrive aussi d'écrire pour les adultes de temps en temps. Et là, j'écris un roman en ce moment, en anglais. Je vais le terminer bientôt et on va voir. Donc, j'essaye de faire tout ce qui me plaît. Et bon, c'est difficile à gérer, mais quand on s'amuse, on trouve le temps. Vous qui travaillez avec des enfants, on réalise quand on voit toutes ces illustrations, ils n'ont pas de formation académique, ils n'ont pas été à l'école d'ingénierie, ils n'ont pas fait de graphisme, etc. Mais ils ont un sacré coup de pinceau, ils sont extrêmement doués et il y a une très très grande richesse dans tous ces enfants en fait. Oui, en fait, la particularité des enfants, c'est qu'ils ont une grande fraîcheur. Donc même s'ils ne dessinent pas habituellement, ils vont avoir des hasards qu'ils vont savoir exploiter et leur dessin est très enrichissant. Je dis souvent que quand on est 40, on a plus d'imagination qu'à une seule personne, automatiquement. Donc le fait de travailler en atelier comme ça va faire émerger des formes qui ne sont pas forcément intéressantes, mais aussi des formes très intéressantes. Et puis après, pour arriver au détail, pour arriver à la précision, etc., on a le temps pour ça. Puisque une semaine, quand on dessine une semaine à plein temps, ça fait du temps. Donc on a le temps de progresser, même si au départ, souvent on part d'un peu loin, parce que je travaille souvent avec des enfants qui n'ont aucune pratique de dessin au départ. Mais petit à petit, quand ils comprennent ce qu'on attend d'eux, et puis que leurs mains s'habituent aussi, en une semaine, ils ont tout à fait le temps de bien avancer, de bien progresser, et on voit que le rendu est tout à fait honorable. Enfin voilà, ça pourrait être... Les gens parfois pensent que c'est illustré par un adulte, hein, parce que le rendu est très bien. Bon, après, il y a un travail de maquette, de mise en valeur. Bien sûr, on ne garde que ce qui est le mieux, mais c'est les enfants qui dessinent tout.
votre petite famille est ici à ce premier salon parce que vous avez des histoires plein vos tiroirs. On va commencer par Carole Lamport. C'est une histoire qui concerne le Père Noël, qu'on aime tous. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré? Ben, celui-là. Quand il avait, je dirais, 3 ou 4 ans à peu près, ben, je lui lisais beaucoup d'histoires. Et puis un jour, ça a été un peu avec des questions du Père Noël, comment le Père Noël va venir, et une chanson m'est venue en tête. Donc j'ai commencé à fredonner les prémices de la chanson, le Père Noël sous les tropiques. Et donc c'est une chanson que j'ai écrite et puis qu'on a composée. Et puis quelques années plus tard, Pascal et moi on s'est dit pourquoi ne pas mettre le livre en histoire pour les enfants. Donc raconter cette histoire-là en images. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est bien amusé. Donc à dessiner. Donc Pascal a dessiné toute l'idée. Donc il y a eu plusieurs jets, donc plusieurs idées de comment est-ce qu'on allait présenter le livre. Donc ça nous a pris quelques années parce que voilà, c'est la première fois qu'on faisait un exercice comme ça, donc on avait un petit peu peur, on n'était pas très à l'aise. Et puis on a eu l'idée d'incorporer dans le livre donc un CD. Donc parce qu'à la fin du livre, il y a 4 chansons, donc des chansons de Noël très connues, donc, et parmi la chanson du Père Noël sous les tropiques. Et on a décidé d'offrir dans le CD le pendant karaoké. Les enfants puissent chanter parce que très souvent les familles font les petits mini-spectacles en famille à la fin de l'année. Donc on s'est dit on va leur donner un karaoké, donc, comme si on avait du temps de chanter. Donc on a fait un livre qui englobait tout ça. Et c'est un livre très interactif qui peut se lire qui peut être entrecoupé, voilà, lu avec les parents, avec des questions englobant, voilà. Ou qu'on peut nous lire. Exact. Qu'on peut lire, mais qui englobe tout l'univers de Noël, toutes les questions qui viennent à nous, parce que voilà, il n'y a pas de neige à Maurice. Pas de cheminée. Il n'y a pas de cheminée. Justement, mauricianiser ce Père Noël, comment vous faites? On ne l'a pas mauricianisé, c'est-à-dire que pour nous, le Père Noël, c'est le Père Noël, c'est le gros bonhomme avec sa grosse bâche blanche et son bonnet, son bonnet rouge. Et voilà, mais comment est-ce qu'il fait? Je me suis moi-même posé ces questions-là, enfant. Comment est-ce qu'il fait pour rentrer chez nous? Il n'y a pas de cheminée. Voilà. Dans les histoires, on nous raconte que le Père Noël, il passe par la cheminée. Mais quand il n'y a pas de cheminée, on est un peu inquiet quand on est enfant. Comment est-ce qu'il va faire pour rentrer chez nous, le Père Noël? Donc, c'était un peu les questions, voilà, c'était la chanson raconte un peu les questions qu'un enfant qui vit sous les tropiques va se poser. Voilà. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de cheminée, donc il fait chaud, il sort du pôle Nord, donc il est habillé, il est tout couvert. Donc on s'est un peu amusé à imaginer comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que dans le livre, lui, va montrer un petit peu comment est-ce que le Père Noël fait quand il arrive dans des endroits comme ça. Donc il va passer par la fenêtre, c'est son pauvre reine qui va l'aider à escalader par la fenêtre. Il y aura des problèmes avec les moustiques. Il y aura des problèmes avec les moustiques vont vouloir le piquer, donc il n'a pas l'habitude de ça, le pauvre. Et puis il y a une coutume dans les pays où il fait froid où on dépose un verre de lait pour le Père Noël, donc ici un verre de lait en plein été. Donc on lui a donné du jus de tamarin plutôt, parce que le jus de tamarin c'est très rafraîchissant. Donc on a imaginé qu'est-ce que ça pouvait être sous les tropiques, dans l'idée du Père Noël. Donc voilà. Et ça t'a plu cette histoire racontée comme ça? Oui. Oui, ça m'a plu. Elle a grandi entre-temps, parce que le livre a quelques années maintenant, mais ça lui a beaucoup plu, effectivement. Le livre est à environ 3 ou 5 ans. 3 ans. 3 ans? Mais, le livre a environ 3 ans. Année. Donc, entre le moment où le livre a été écrit et où on me lisait, j'ai grandi. Et maintenant, tu lis les histoires qu'écrit ton père. C'est vrai. Alors, Pascal Arès, vous écrivez une série de petites histoires qui concernent les un peu plus grands, on va dire, les 13 à monter. Oui, à monter. Alors, c'est un titre kilométrique, donc je n'ai pas vraiment le titre. Ça sera... Petites histoires qui font sourire, peut-être rire ou pourraient vachement plomber l'ambiance. Voilà.
Pourquoi est-ce que vous voulez plomber les ambiances? Je ne veux pas plomber, c'est les histoires qui plombent, c'est pas de ma faute. Non, il y a des histoires il y a des histoires amusantes, il y a des histoires moins amusantes. Et je voulais pas que, quand j'écris un livre, on se dit « Ah, on va faire que rire, on va rire », parce que je fais naturellement rire, même quand je ne le veux pas. Donc, je me suis dit, moi, venir dire ça dans le titre, comme ça, au moins, je n'aurai pas d'email de reproches, tu sais, on était triste dans tes histoires, tu n'aurais jamais dû avoir écrit ça. Donc là, tout le monde est prévenu, avec un titre qui est, ma foi, très long. C'est important de raconter, de se raconter comme ça, de capter des histoires d'enfants ou pas d'enfants, mais qu'il y ait cette tradition de conter pour les autres. Ah, pour moi, oui. Moi, j'ai toujours écrit. Je ne sais pas, depuis que je suis enfant, j'écris, je mets dans un coin. C'était rempli de fautes, c'est toujours rempli de fautes, il faut corriger après. Mais je dois dire que ce besoin d'écrire est là depuis toujours. Et compter, je dois dire que dans les nouvelles, ce qui est formidable, c'est qu'on a peu de pages pour compter une histoire. Et j'aime, ça va vite, c'est court, c'est to the point. Et ça, on va à l'essentiel, et ça me plaît énormément. Et j'ai toujours été comme ça, que ce soit quand j'étais enfant ou quand je suis un peu moins enfant avec mon t-shirt Star Wars, mais c'est quelque chose qui fait partie de moi. Il faut dire que dans la famille aussi, il y a une grande tradition de raconter des histoires. Oui, non, ma grand-mère, Marcel Lagesse, était écrivaine. Mon papa aussi, Yvan Lagesse, a écrit des histoires les unes plus amusantes que les autres. Donc ce qui fait que pour moi c'est quand même un lourd fardeau que d'écrire après eux. Et mon grand-père aussi, mon grand-père Arthur Martial, le père de ma mère, qui lui aussi a écrit beaucoup de livres dans les années 30, 40 à peu près, si ma mémoire est bonne, si je ne dis pas de bêtises. Et donc tout ça, ça laisse allons dire, une tradition familiale que j'ai jamais voulu continuer, mais qui est venue comme ça. Donc, je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Et là, est-ce que comme on dit ici, le response, vous êtes content de comment le livre et les histoires sont prises? Je suis dépassé par les événements, dans le sens que j'avais fait 200-250 exemplaires et je m'étais dit, bon, j'en ai pour 2 ans pour vendre, mais en 3 semaines, tout est parti. Merci, merci à tous ceux qui ont acheté. Parce qu'il faut dire que tout ça, c'est fait à compte d'auteur, quoi. Tout ça, c'est fait à compte d'auteur. Généralement, je dirais que, à part certaines personnes qui peuvent avoir, dépendant de leur talent, dépendant de combien de livres ils ont publiés, ils sont publiés à l'étranger ou peut-être à Maurice. Nous, on a fait tout ce qu'on fait, on fait à compte d'auteur. C'est aller chercher des sponsors aujourd'hui, c'est trop compliqué. Alors, et c'est plus facile de faire à compte d'auteur. On tremble un peu jusqu'à qu'on réussisse à repayer tout ce qu'on a dépensé, mais pour l'instant, ça va. Faites-moi signe. Pascal Sioux, la question est simple. C'est un premier festival du livre consacré à la jeunesse. Vous êtes dans l'édition depuis un moment et vous publiez souvent des aventures pour séduire les plus jeunes lecteurs. Comment se porte ce secteur de l'édition ? Bien oui, j'ai commencé il y a 25 ans maintenant à Maurice et mon premier livre jeunesse, Ticoulou, a 20 ans. Donc ce sont des anniversaires qui marquent. Et je dirais que ça se porte de mieux en mieux, vraiment, je peux dire, parce que quand j'ai démarré, c'était quand même un peu le désert, il n'y avait rien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'avais commencé Ticoulou, c'était pour proposer aux enfants mauriciens un personnage mauricien qui évolue dans son environnement et qui permette aux enfants qui n'étaient pas des lecteurs de s'identifier avec le personnage, de vivre des aventures, des émotions,
stimuler l'imaginaire des enfants. Donc et à l'époque, c'est vrai que c'était encore un pari. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à continuer même la collection, puisque le premier album, le nom de Tikulou même n'est pas prononcé. On ne savait pas avec Henrik, ça allait être le premier d'une longue série. Donc je peux dire que si je dois faire un bilan, je dis oui, les choses vont beaucoup mieux. Aujourd'hui, le livre mauricien a un véritable statut, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque quand j'ai démarré. Dans les librairies, il y a partout des rayons mauriciens, que ce soit de littérature mauricienne comme de littérature jeunesse. Donc c'est un énorme pas en avant. Donc bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je dirais que globalement, on a déjà beaucoup avancé. Alors, ce qui manque, bien sûr, c'est de continuer à encourager les enfants à lire, à découvrir la lecture, parce que pour beaucoup pensent que ce n'est pas pour eux. Or, c'est pour tout le monde, en fait. Au contraire, c'est nourrir leur imaginaire. Donc, il faudrait que ça prenne déjà place dans les écoles, par exemple, à la maison, le soir avant d'aller dormir. Donc, je pense que c'est à nous autres aussi, les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs, les libraires, à aller aussi vers les enfants, vers les futurs lecteurs. On ne peut pas attendre non plus que tout le monde vienne vers nous. Donc, et c'est pour ça que je trouve fantastique que Corinne a eu cette audace, ce courage de monter ce festival. Tout le monde est tellement heureux ici de voir qu'il y a une demande. On dit toujours on ne lit pas à Maurice, mais quand on voit quand même les familles qui viennent ici avec les enfants qui sont tellement joyeux à l'idée qui font la queue pour participer aux ateliers, qui veulent plus quitter les ateliers tellement ils sont contents. Donc on peut se dire quand même qu'il y a un réel engouement. Donc simplement, il faudrait multiplier ce genre d'événements, de manifestations. Ouais. Ce qui est bien aussi, c'est que autour d'une histoire, il y a celui qui raconte l'histoire, il y a des illustrations, il y a l'industrie de l'imprimerie. Ça fait quand même rouler une petite économie, tout ça. Oui, on appelle ça en fait la chaîne du livre parce qu'effectivement c'est comme une chaîne, c'est-à-dire on se donne tous la main et au départ on a un projet, un concept, une histoire et puis il y a toute la chaîne effectivement, l'auteur, l'illustrateur ou le photographe, l'éditeur, le maquettiste, le graphic designer, l'imprimeur, ensuite il y a le distributeur, le libraire, le journaliste qui va faire qui va parler du livre, donc c'est une véritable chaîne, oui. En fait, c'est un travail d'équipe, quoi. Finalement, le livre, c'est l'éditeur, lui, son travail, c'est vraiment de mettre en relation l'auteur avec son public. Mais ça passe par un certain nombre d'étapes qui sont. Tout le monde est important finalement dans la chaîne, tout le monde. On ferait rien sans les libraires, on ferait rien sans le distributeur, on ferait rien sans les maquettistes. Donc vraiment tout le monde a sa place et en général ça fait toujours de très belles rencontres aussi, quoi, parce que c'est très créatif. Donc on est tous impliqués, on est tous heureux de voir le résultat. C'est une belle aventure. Ouais. Et on réalise justement qu'il y a de très très belles histoires à raconter à Maurice. Oui. Oui, il y a de belles histoires, il y a encore beaucoup de livres à faire. C'est-à-dire, je pense que l'atout principal de Maurice, par exemple, par rapport à des pays européens, c'est que ici, donc, on n'est pas saturé du tout. C'est-à-dire que souvent, j'entends dire « Ah là là, c'est dur à Maurice, en Europe, c'est mieux ». Non, c'est pas vrai. Il y a des choses, on n'a pas les mêmes problèmes, c'est juste ça, on n'a pas les mêmes problèmes. Mais en Europe, on a presque déjà fait des livres sur tout, alors qu'ici, il y a encore de la place, il y a encore beaucoup de livres à faire. Évidemment, on a aussi des problèmes, rien n'est simple, c'est beaucoup de travail, il faut être persévérant, je crois que c'est ça en fait. Il faut être persévérant, il ne faut pas se décourager, même si c'est difficile. Mais chaque livre est unique, chaque livre est une aventure magnifique en fait. Donc c'est aussi beaucoup de plaisir, de joie à faire tout ça. Donc il y a un travail qui est dur d'un côté, qui n'est pas facile. Et de l'autre côté, on a beaucoup en retour aussi. Et surtout quand on voit les enfants, quand on va dans les classes, quand on voit les enfants dont les yeux brillent là, quand ils parlent des livres, c'est vraiment une belle récompense, quoi. C'est une belle récompense. Et je travaille aussi avec
qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, la fourmi rouge? Elle va piquer le pied. Et oui, elle va défendre son ami Gaspard le chien. Et elle va sauter sur le pied de Gaspard. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va danser. Elle va danser le Sega sur le pied de Gaspard. Et... Mais c'est moi le pied de Gaspard. Et attendez, mais pourquoi c'est embêtant qu'elle saute sur le pied de Gaspard? C'est une fourmi. C'est une fourmi. Pourquoi c'est embêtant qu'une fourmi aille sur le pied de Gaspard? Parce que c'est une fourmi rouge. Vous sortez d'un atelier avec des enfants, on vous sent avec beaucoup d'énergie, amener les enfants dans votre univers. Oui, il n'y a rien de plus agréable que de faire un atelier avec des enfants parce qu'ils ont une imagination débordante. Il suffit de leur donner des petits éléments comme ça, pouf, et ça part. Donc là, Evan pourra plus parler du côté dessin, mais une fois qu'ils ont fait les petits dessins, après on leur a demandé d'inventer une histoire avec les dessins qu'ils ont faits et ils inventent l'histoire. Evan, quand vous les voyez comme ça, dessiner des dodos ou des ourites, etc., vous voyez vous-même, enfant, apprendre à dessiner? Tout à fait, parce que moi je suis vraiment fasciné par, on va dire, la naïveté de leur création. C'est encore très élastique. Donc du coup, c'est plus, au lieu vraiment que ce soit eux qui sont entrés dans notre univers, c'est plutôt moi qui suis entré dans leur univers. Donc c'est clair que c'est tout un voyage et on sort de là vraiment bien énergétique et bien inspiré. Donc clairement, c'est toujours bénéfique ces ateliers. Brigitte, cet univers, il a été créé à l'origine, vous vouliez raconter des histoires à votre fille. C'est venu comment? C'est venu, j'avais donc un enfant et il se trouve que cet enfant n'avait accès qu'à des histoires en français. Et que moi je voulais absolument qu'elle ait des histoires en créole puisqu'on était à Maurice. Et donc j'ai inventé les histoires de Lilette et Gaspard en créole, qui étaient d'abord sous forme audio. Donc en 1983, donc c'était des cassettes. Et donc c'était une histoire qui n'était pas écrite, qu'on ne pouvait pas lire, mais qu'on pouvait écouter. Donc on a mis en scène avec plusieurs personnages, avec plusieurs voix, et avec la magnifique chanson qu'a faite Odile Chevreau à l'époque, et que j'ai gardée pour les éditions papier maintenant et qu'on peut écouter sur YouTube. Et c'est une histoire, alors c'est très d'ici, avec des personnages d'ici, des noms même d'ici on va dire. Vous vous inspirez de quoi? Alors, toute l'idée c'était de trouver des personnages qui puissent faire comprendre aux enfants que les différences n'avaient aucune importance. Donc Lilette, elle est toute petite et elle est rouge. Donc la fourmi rouge, et le chien, Gaspard, il est gros et il est jaune. Donc ils sont de tailles différentes, de sexes différents et de couleurs différentes. Et ce sont les meilleurs amis du monde et ils s'entraident. Et en fait le message ultime c'est 10 bouts de l'entolipier. C'était ça le message que je voulais passer et qu'avec les livres maintenant on passe encore, mais cette fois-ci les enfants peuvent lire. Et on fait des ateliers où on leur explique. Non pas, on ne leur explique pas, où on leur lit l'histoire, on leur fait découvrir l'histoire à travers les dessins de Evan. Et après, on les fait parler autour de l'histoire. Et en fait, le message passe très bien. Pourquoi c'est des enfants de 5 ans. Toujours avec Lilette et Gaspard, hein, toujours. Gaspard avec Lilette. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce champ de calme? Il y a le feu dans le champ de calme. Et la fourmilière, qu'est-ce qui va lui arriver? La pique dans le champ de calme? Ils vont tous brûler. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Ils vont tous mourir, mais heureusement, Gaspard est là. Lilette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher son ami le chien Gaspard pour lui dire « Viens me sauver, viens me sauver !» Evan, est-ce que c'est simple ou ce n'est pas aussi simple que cela que d'illustrer des histoires pour enfants? Oui, non, ça paraît simple, mais il y a quand même il y a un travail assez, beaucoup de recherche à faire derrière. Donc, par exemple, avant d'arriver au personnage que nous voyons aujourd'hui, il y a eu quand même plusieurs sessions où il fallait travailler ensemble avec Brigitte, où on essayait de travailler ensemble sur un personnage qui collerait vraiment à l'histoire et aussi à la réalité un peu,
de notre environnement. Mais c'est clair que, étant donné que c'est un livre pour enfants, il n'y a pas vraiment de règles, donc vraiment c'est l'espace est donné à l'imaginaire et vraiment tout est possible. Donc voilà. Brigitte Masson, quand on se balade un peu dans cet univers, on réalise la richesse de création qu'il y a eu depuis quelques années maintenant, avec des personnages créés par des Mauriciens, pour des Mauriciens. Et on se dit que ces personnages n'ont absolument aucun complexe à se mettre à côté des personnages venus d'ailleurs, peu importe leur origine. C'est important ça de créer, vous l'avez fait à l'époque pour votre fille, mais c'est important de créer des références d'ici, de chez nous. Mais je crois que c'est extrêmement important. Enfin, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il n'y ait que des histoires avec des personnages ou des environnements qu'on connaît à Maurice. Mais c'est extrêmement important qu'un enfant se retrouve, surtout les petits, qui se retrouvent dans l'univers qu'il connaît. Et c'est là la force des dessins de Evan, c'est qu'il a réussi à rendre tous les paysages que les enfants connaissent. Alors ce qui est amusant, c'est que dépendant de l'endroit où les enfants habitent, ils y voient des choses différentes. Par exemple, la montagne du Morne, sur je ne sais plus quelle couverture, les enfants du Sud voient tout de suite le Morne, les enfants du Nord disent que c'est le coin de Mire. C'est très intéressant. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas du tout dépaysés, puisque les fourmis, les chiens, les tangs, qu'est-ce qu'il y a encore, les accos, ouais. C'est des animaux qu'ils connaissent et ils se retrouvent dedans. Et on voit quand on fait la tournée dans les écoles à quel point les enfants captent tout de suite et ils aiment ça. Ouais. Il y a aussi un côté éducatif dans tout ça. Oui, il y a un côté éducatif dans la mesure où d'abord, quand je vais dans les écoles pour raconter l'histoire, on ne lit pas l'histoire tout de suite aux enfants. On leur montre les dessins et on leur fait nous dire qu'est-ce qu'ils voient dans les dessins. Et du coup, ce qui est intéressant, parce que d'abord ça leur apprend à décrypter l'image, quelque part. Et après, quand on dit plutôt le texte, tout de suite ils comprennent que c'est important de savoir lire parce que ce qu'ils viennent de nous dire dans leurs mots, ils peuvent le retrouver dans l'écrit. Et ils adorent. Et à la fin, quand on leur dit qu'est-ce qu'on fait du livre, vous nous le rendez ou bien vous les gardez, ils disent non, on les garde. Et ils adorent. Et je crois que c'est vraiment, pour les petits, c'est le meilleur moyen pour eux de leur donner accès à la lecture et de leur donner le goût de la lecture, en leur laissant le livre. Donc ils ont un livre chez eux. Et donc ils regardent les images. Après quand ils sauront lire, ils pourront lire, mais ils regardent les images et c'est déjà tout leur imaginaire qui se développe. Et nous on espère en faisant ça, même si c'est une petite goutte d'eau, on espère que ça va leur donner le goût après d'avoir envie de lire d'autres choses. Vous auriez fait que ça, écrire des histoires pour enfants? Non, pas que pour enfants. J'aurais pu que écrire pour enfants et pour adultes. Ouais, j'adore. C'est la fin de notre virée au pays de l'imaginaire, mais gardons l'esprit voyageur, car nous apercevons un albatros, celui de Baudelaire, qui danse au son de la ravane.